Les aventuriers de l'inconnu, avec Jacques Pradel et Henri Gougaud. Et bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux avec Henri Gougaud de vous retrouver pour de nouvelles aventures, on peut dire ça comme ça. Bonjour Henri. Bonjour. Alors aujourd'hui, les ovnis font de la résistance. Pourquoi ? Parce que d'abord c'est un sujet qui gêne aux entournures un bon nombre de personnes à travers le monde et pas seulement en France. Les scientifiques sont extrêmement frileux, ils ont peur qu'on dise d'eux que ce ne sont pas des gens sérieux, ou ils ont peur tout simplement de se faire avoir par des charlatans et par des gens qui vont inventer des histoires abracadabrantesques. Il y a un certain nombre de gens sérieux qui s'intéressent à cela. D'ailleurs, la France, et on va beaucoup en parler aujourd'hui, a eu pendant plusieurs années des organismes dépendant directement du Centre national d'études spatiales, le CNES, qui étaient habilités à s'intéresser au phénomène, à rencontrer les témoins, à aller voir sur place ce qu'on pouvait en dire, et ensuite à classer tout ça pour dire, c'était peut-être la planète, je ne sais pas, Jupiter, ou c'était peut-être une rentrée atmosphérique de je ne sais quel étage de fusée, ou alors c'était un objet qui se comportait d'une manière que l'état de la science actuellement ne peut pas expliquer. Avant de vous présenter mon invité, de vous dire qui il est, je voudrais avoir votre sentiment, parce que moi, depuis le début de cette émission, depuis le début de cet été sur RTL, je vous sens toujours un peu, alors pas gêné aux entournures, mais un peu bizarre dès qu'on parle d'OVNI. Non, je suis pas bizarre, je suis curieux. Moi, je fais partie des gens. J'avais un ami qui classait un peu les gens en deux catégories dans ce domaine-là. Ouais. Entre les ce n'est que et les pourquoi pas. Les ce n'est que, ils les appelaient les givaros parce que couper toutes les têtes, réducteurs de tête. Voilà. Cette tendance qu'on a à constante à réduire l'inconnu, à faire rentrer l'inconnu dans le connu, dans ce qui ou dans le connaissable en tout cas. Voilà. Moi, j'aime bien laisser les portes ouvertes. Je crois que les certitudes font toujours un bruit de porte qui se ferme. Et voilà, j'aime bien le doute, parce que le doute est créateur. Et je me dis qu'effectivement, les scientifiques s'intéressent au phénomène des soucoupes volantes. Mais est-ce qu'ils sont les plus... pourquoi eux, après tout ? C'est dire que ce sont eux qui doivent s'occuper de ça, c'est considérer que les soucoupes volantes, le phénomène des soucoupes volantes est une énigme. C'est peut-être une énigme, mais c'est peut-être plus que ça. C'est peut-être un mystère. Alors, avant d'aller au mystère, on va parler de l'énigme avec notre invité que je vous présente tout de suite, Jean-Jacques Velasco. Bonjour Jean-Jacques Velasco. Bonjour Jacques et bonjour Henri. Bonjour. Alors, on ne vous voit pas, mais on vous entend. Vous êtes en ligne depuis le studio RTL de Toulouse, auprès de Patrick Hisson, qui vous donne aujourd'hui l'hospitalité et qu'on salue au passage. Alors, vous, Jean-Jacques Velasco, vous êtes un scientifique. Vous étiez avant, actuellement, vous êtes en retraite après un très long parcours qui vous a amené à vous intéresser de très près aux ovnis. Spécialiste du domaine de l'optique, vous avez travaillé au laboratoire de physique stellaire et planétaire du CNES, je crois. Et puis, il est arrivé quelque chose dans votre vie qui a vraiment changé votre vie. Vous avez d'abord été membre d'un organisme qui dépendait du CNES et qui s'intéressait aux phénomènes aérospatiaux non identifiés, comme on dit. Et puis un jour, vous en avez pris la direction. C'était le GEPAN. Oui, en 1977, lorsque Claude Poher a été mandaté pour prendre en charge cette structure d'études au sein du Centre national d'études spatiales, il a fait appel à tous ses collaborateurs sur le site de Toulouse, en particulier dans différentes spécialités. Et donc il m'avait demandé, ainsi qu'à d'autres, de participer à cette initiative qui était en fait pour moi une découverte totale, puisque j'ai réalisé un instrument qui s'appelait le SIMOVNI et qui servait donc à reproduire les observations effectuées par les témoins. D'accord, donc pour se rendre compte un peu de quoi parlaient les gens, quoi, en fait. Absolument. Ouais, d'accord. Alors, vous, à l'époque, vous êtes pas du tout persuadé qu'il puisse s'agir de vaisseaux spatiaux venus d'un autre monde. Hein, je suis même totalement incrédule et je partage
l'esprit d'Henri Hugo sur la curiosité, parce que lorsqu'on commence à nous présenter le problème, ça me paraît totalement démesuré de voir qu'il existe dans notre environnement aérospatial des phénomènes inconnus qui échappent à notre contrôle. On n'aime pas ça, l'inconnu. On n'a jamais aimé l'inconnu. Oui, mais Ben oui. le ce n'est que peut trouver des réponses avec l'évolution des sciences et des techniques. Bien Oui, sûr. bien sûr. Mais ce n'est que, mais on peut dire aussi, Eureka, c'est formidable, c'est, voilà, on a trouvé scientifiquement. Alors, Ah ben, justement, oui. l'approche scientifique, elle vous paraît importante, hein. Je crois que Elle c'est est, elle est votre approche, fondamentale. en fait. Elle est Oui. fondamentale et personnellement, il n'y aurait pas eu non seulement la création du GEPAN par Claude Poher, associé avec un conseil scientifique où le professeur Hubert Curien, qui a été quand même le président du CNES, et Itzia, son directeur général, ont contrôlé les travaux du GEPAN, mais également la présence d'Alain Esterle qui a apporté une méthodologie et une rigorosité exceptionnelle. Je crois que je n'aurais pas participé à cette aventure. Pourquoi la France a décidé, dans ces années-là, de créer vraiment un organisme dédié à l'étude des ovnis? C'était une volonté politique? C'était pour rassurer l'opinion? Ou c'était un véritable intérêt scientifique? Vous savez, la France et les soucoupes volantes ou les MOC, les mystérieux objets célestes, c'est une vieille histoire. Elle remonte à 1937 pour le premier rapport officiel. Ah bon? En Oui, France? absolument, oui. En France, on l'avait dans les archives du GEPAN, on l'a toujours d'ailleurs. Ouais. Ensuite, C'était où? c'était, je crois, j'ai pas la région exacte, Ouais. mais c'était un cas terrestre. Mais en revanche, ce qui a décrété la prise en charge officielle, Mhm. c'est une affaire qui s'est déroulée à Orange en 1951, où des pilotes de chasse de l'armée de l'air ont pris en poursuite un objet qui était dans le ciel et qui n'ont pas pu rattraper avec leurs avions, qui étaient des avions en réaction. Mhm. Et ce cas est remonté jusqu'au ministre de l'air de l'époque. D'accord. Et à partir de là, on en a parlé dans les. Et à partir de sphères, là, il y a même eu en 1954 une très célèbre vague d'observations en France, dont j'évoquerai peut-être un cas ou deux tout à l'heure. Mhm. Et puis, principalement, c'est l'Institut des hautes études de la défense nationale, en 1974, où le général Richard a demandé un rapport, a fait un rapport à l'Institut des hautes études de la défense nationale, qui a suscité ensuite une interview du ministre de l'époque, qui était M. Gallet, Ouais, Robert et Gallet, Claude, hein. et Claude Poher, pardon, a été chargé au sein du CNES de mettre en place une structure d'étude de ces phénomènes. D'accord. Claude Poher, qui était chef de la division des fusées-sondes au CNES, quand même. Absolument. Ben oui. Mais vous étiez très sceptique au départ, non? Absolument. Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Une enquête. Une enquête menée sur le terrain qui a eu lieu en 1978, qui s'appelle l'affaire de Christelle, où étant chargé de relever des traces au sol, suite à une observation qui était effectuée par une jeune fille et puis une personne qui était dans la maison d'à côté. Il y a eu une coïncidence tout à fait étonnante entre ce qu'observait cette jeune fille et puis l'endroit où se trouvaient les traces. Et les traces au sol montraient visiblement qu'il y avait un effet de souffle marqué sur le sol. D'accord. Et donc là, ça a commencé à vous faire réfléchir. Alors, on va faire une première pause dans l'émission. Oui. Puis après, vous allez nous raconter comment vous avez, je ne sais pas si le mot bascule est un bon mot et le bon mot qu'il faut employer, mais en fait, vous avez fait exactement comme Claude Poher, dont on a dit un mot et qu'on entendra tout à l'heure dans un document RTL, parce que quand il est arrivé premier directeur du GEPAN, il était extrêmement sceptique, et puis je crois que 18 mois plus tard, il a fait une communication dont on se souvient encore au CNES. À tout de suite. Aujourd'hui, notre invité Jean-Jacques Velasco, donc qui a dirigé pendant de longues années successivement le GEPAN, puis un autre organisme qui s'appelait le CEPRA, avant en fait d'aller voguer sur d'autres mers, et qui est actuellement en retraite. Et on parlait avec lui il y a un instant du fait que quand il est arrivé pour essayer de voir un peu ce qu'il y avait derrière toutes ces histoires d'observation d'OVNI, il était quand même plus que sceptique. Et puis il en est ressorti
aussi avec d'autres convictions. Et je disais il y a un instant, Jean-Jacques Velasco, que vous avez fait comme Claude Poher. Alors, Claude Poher, il est devenu directeur en 1977, et là, le document qu'on va entendre, il remonte au 31 janvier 1974, où il est à l'époque chef de la division des fusées sondes au CNES, et il témoigne sur RTL parce que pendant des mois, des ingénieurs, des astronomes et d'autres scientifiques ont étudié une photo, d'ailleurs dont on ne sait toujours pas aujourd'hui quoi en dire, d'ailleurs une photo qui avait été prise en vol depuis le Concorde, et à ce propos, évidemment, les journalistes posent la question des ovnis. Alors, Monsieur Poher, qu'en pensez-vous? Écoutez-le. Lorsque j'ai eu la charge de m'occuper d'une expérience à bord de Skylab, j'ai pu rencontrer un directeur d'observatoire américain qui possède une vingtaine de milliers de cas d'observation dans ses dossiers et qui m'a montré quelle était l'importance du problème. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de l'existence de ce problème et que j'ai voulu l'étudier en essayant à cette époque de détruire la crédibilité de ce phénomène parce que je pensais que c'était facile. Après 4 ans d'études, je suis arrivé à l'idée opposée. En fait, je pense que ce phénomène existe et qu'il faut l'étudier. Les lois que l'on peut tirer de l'analyse du phénomène par une méthode scientifique montrent que le phénomène correspond à des objets qui effectivement traversent notre atmosphère, qu'on ne peut pas expliquer le phénomène par des objets connus, par des météorites, par des ballons sondes, des avions, etc. Il y a une majorité d'objets qui se présentent sous la forme de disques de 10 à 30 mètres de diamètre, disons, dont les traces au sol laissent supposer un poids de plusieurs dizaines de tonnes. Disons que l'objet type, c'est quand même le disque ovoïde de l'ordre d'une dizaine de mètres de diamètre. En fait, il n'y a rien à retirer, hein, ce qu'il dit Jean-Jacques Velasco. Quelques petites choses, non, dans l'ensemble, mais je ne prendrai pas la même démarche que Claude Poher. Oui. Parce qu'il me semble que, en fait, si on a créé le GEPAN, c'était d'abord pour vérifier l'ensemble des données récoltées officiellement par la gendarmerie nationale et par l'aviation militaire et civile. Et c'est à partir de ces éléments-là que nous avons effectué un travail d'analyse statistique, que nous avons mis en place des équipes d'enquête sur le terrain et que nous avons prélevé des informations mettant en place notamment des équipes sur les radars et sur les traces au sol. Pourquoi ça se passe toujours sur fond de polémique, ces choses-là? Poher a employé le mot « détruire ». Je voulais détruire à l'époque. Vous avez été mis en cause. Très gravement, il y a des tas de gens qui disent mais comment le GEPAN, ce sont des scientifiques naïfs, trop intéressés par le phénomène, qui se sont fait rouler dans la farine. C'est agaçant parce que c'est toujours le même. Écoutez, c'est très simple. Le même argument. On peut utiliser la même chose qui s'est produite en 1806, lorsque l'Académie des sciences réfutait le fait que des pierres tombaient du ciel, et donc une équipe de scientifiques de l'époque s'est rendue à l'Aigle, une petite commune de l'Orne, et a donc démontré qu'entre l'observation des météores et puis la récolte au sol des météorites, eh bien, la présence de ces pierres existait. Eh bien, nous en sommes exactement dans la même situation au XXIe siècle. Oui, mais Lavoisier avait dit, quand on lui a demandé son avis, ce sont des pierres d'origine volcanique. Le premier volcan était à plusieurs centaines de kilomètres de là. Et il a dit, ça ne peut pas être des pierres qui tombent du ciel parce qu'il n'y a pas de pierres qui tombent du ciel. Mais oui, mais la preuve physique avait été apportée. D'accord. Voilà. Henri ? Bon, il me semble que on peut estimer aujourd'hui qu'il existe un phénomène, voilà, qu'il existe des objets, des soucoupes volantes, pour les appeler comme tout le monde les appelle, qui apparaissent dans notre ciel, qui se posent sur Terre. J'ai l'impression que si l'on multiplie sans arrêt la recherche de preuves que ces choses-là se sont passées, ça me paraît un peu inutile. On les a, les preuves. Il y en a de multiples preuves du phénomène. Eh bien non. Comment ? Eh bien non. Mais, on n'arrête pas ici, dans cette émission, de rencontrer des gens qui nous expliquent que telle soucoupe volante s'est posée moi, je vais à vous tel démontrer endroit, le contraire. etc. Enfin, bon, moi, en tout cas, je ne doute pas de ça. Je crois que, à force, les témoignages, on force de loi, à force de se répéter, il se passe quelque chose. Absolument. Mais la question qui m'intéresse, moi, c'est quoi ?
Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais vous Qui le sont dire. ces gens qui viennent nous voir? Alors là, vous allez un peu loin. Vous êtes déjà dans l'interprétation. Mais Je crois que c'est ça qui nous intéresse à tous. reprenons les Vous savez, choses. On a écrit beaucoup de choses là. Oui, reprenons les choses très simplement. Considérons que nous avons affaire à des phénomènes rares. D'accord. D'accord. Ensuite, Rare, c'est quoi? C'est 10-15% des phénomènes observations. rares. Tous les phénomènes qui nous sont rapportés sont des phénomènes rares. C'est-à-dire que les observateurs n'ont pas pu les identifier. D'accord. Donc, ils vont à la gendarmerie, toc toc, voilà, j'ai aperçu un truc bizarre dans le ciel. C'est un phénomène rare. Ensuite, quand vous faites une analyse, vous commencez déjà, en fonction des éléments descriptifs, à déterminer quel type d'événement on peut avoir à faire. Oui. La vitesse, la forme, etc. Et donc là, on rentre dans les phénomènes non pas rares, mais dans les phénomènes aérospatiaux non identifiés, parce que nous avons la possibilité d'avoir une description cohérente de ces événements, des vitesses extraordinaires, des déplacements, des moteurs de voitures qui s'arrêtent, etc., etc. Tout cela a été observé souvent, quand même. Observez souvent, observez, vous allez voir. Enfin, la notion d'OVNI. Qu'est-ce que veut dire le mot OVNI pour un physicien? C'est un objet volant non identifié. Si c'est un objet, il faut pouvoir le détecter avec des moyens physiques. Et quels sont les moyens physiques de détecter les ovnis? Il n'y en a pas beaucoup. Il y a des cas avec des traces au sol. Certes, ils sont rares, mais on n'est pas en présence d'un ovni. En revanche, ce sont les cas aéronautiques qui nous apportent la réponse en matière d'ovni. Oui. Et figurez-vous qu'au GEPAN et au CEPRA, il m'a fallu 17 ans pour avoir un cas d'ovni. Et d'ailleurs, c'est le seul cas d'ovni que j'ai pu récolter durant toute ma carrière. Pourquoi? Parce que nous avions des observateurs indépendants qui étaient dans un avion et des opérateurs radars au sol qui enregistraient le même phénomène. Vous êtes en train de nous parler d'un Airbus d'Air France Absolument. qui se déplaçait avec ses passagers entre Nice et Londres. On est d'accord. Et qui passait dans la région parisienne, pas loin de Roissy, je crois, au-dessus de Coulommiers. Absolument. Et là, c'est le steward, je crois, qui était dans la cabine de Très bien. pilotage, Oui, c'est ça. de mémoire, comme ça, et qui dit, et ils aperçoivent, alors ce sont évidemment, je comprends moi pourquoi ce genre de témoignage intéresse Jean-Jacques Velasco, parce que d'abord, les témoins sont des pilotes, donc des gens habitués à identifier ce qu'ils voient en l'air, qui sont capables de dire c'était plutôt à 50 km qu'à 100 mètres, bon, et qui en plus peuvent donner, une analyse du comportement aéronautique de l'engin. Absolument. Mais Oui. juste, je vous arrête. Vous savez, un pilote de ligne ou un ingénieur ou un haut responsable d'une quelconque organisation scientifique ou technique n'est pas forcément un meilleur témoin qu'un monsieur qui est maçon et qui est dans son jardin. Mais Pour moi, le radar, c'est mieux, quoi. alors, effectivement, le radar, c'est beaucoup mieux parce qu'il nous donne des informations extrêmement riches sur le plan de la vitesse, sur le plan de la durée et sur les caractéristiques d'intensité du signal. Et puis un radar n'a pas d'hallucination, quoi. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Et donc, c'est intéressant d'avoir des cas avec radar. Malheureusement, ils sont exceptionnellement rares. Alors, on reste juste avant la pause. Vous allez nous donner une dernière précision, Jean-Jacques Velasco, sur ce cas qu'on vient d'évoquer. Quelle était la taille supposée de l'objet et qu'ont dit les radars? Alors, la taille supposée de l'objet, elle a été déterminée par des méthodes qu'on a employées depuis GEPAN, à savoir, on interroge le témoin en lui demandant, avec son pouce, de nous indiquer, par exemple, la dimension apparente de l'objet. D'accord. Et comme il nous indique une dimension apparente, angulaire, comme nous avons la distance à laquelle l'objet était donc présent, eh ben nous pouvons, par calcul, déterminer la dimension. Et dans le cas présent, nous avions un objet qui était entre 250 et 300 mètres de dimension. C'est énorme. Ah oui. Bien sûr, c'est énorme. Ouais. Mais c'est la réalité de cette affaire. Et c'était un ovni qui était quasiment à la verticale Et on peut de dire, Paris. on peut savoir s'il était en métal ou Alors non, ça malheureusement, matière que non. ce soit. Ce que l'on sait, c'est que les ondes radar qui se réfléchissent sur un objet sont en règle générale, notamment pour l'aéronautique militaire, faites dans une bande de fréquences qui permet de déterminer des objets qui émettent soit des micro-ondes, soit qui sont métalliques. Et en l'occurrence, là, nous avions un signal qui était relativement important, puisqu'il a duré 52 secondes, et qui nous permettait, sur une échelle de valeur, de l'estimer à une valeur comprise entre 3 et 7, ce qui est donc considérable. Mais ce qui est tout à fait remarquable dans cette affaire, c'est la disparition. La disparition de l'objet qui, soudainement,
a disparu en fait, des observateurs et des écrans radars. Et des écrans radars simultanément, en fait, en ayant un contour qui est devenu de plus en plus flou et ils n'ont pas vu de trajectoire de fuite. Alors, on va rester là-dessus, on va mettre quelques points de suspension, le temps de se remettre, de réfléchir un petit peu à ce qui a été dit. Une pause et on se retrouve tout de suite après. Vous écoutez RTL. Les aventuriers de l'inconnu, Jacques Pradel et Henri Gougaud sur RTL. Les ovnis font de la résistance aujourd'hui sur RTL. Henri Gougaud et moi, nous avons la chance de pouvoir parler à Jean-Jacques Velasco, donc qui n'est pas un extraterrestre. Non, mais je dis c'est une vraie chance parce que on a quelqu'un qui a un cursus scientifique, qui a dirigé, qui a d'abord été membre enquêteur pour le GEPAN et d'autres services du CNES, qui ensuite a pris la direction de tout ça. D'ailleurs, je pense, on n'est pas là pour régler des comptes administratifs, mais vous n'avez pas toujours eu les budgets qu'il fallait pour remplir vraiment votre mission, mais c'est peut-être un autre sujet. Non, c'est un autre débat. Alors, moi, il y a une question qui m'intéresse beaucoup parce que je sais que vous avez rencontré des centaines de témoins. Oui. Vous êtes allé sur place pour justement aussi pour votre simulateur, pour bien comprendre comment les gens racontaient leurs histoires. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On prend un café, on parle évidemment. Il y a le côté recueil de témoignages que vous faites, bien sûr, mais il y a tout le reste. Alors, tout le reste, c'est quoi ? Comment les gens vivent ce genre d'observation ? Je dois dire que je n'ai jamais rencontré de témoins heureux. En fait, ça s'explique très bien par le fait qu'ils vont avoir à subir certainement une espèce de traumatisme qui va les accompagner durant pratiquement toute leur vie. Je pense à certaines affaires, mais d'une manière générale, notre travail consiste à analyser en première lecture le rapport de gendarmerie ou le rapport qui a été fait auprès de l'aviation civile ou militaire. Et ensuite, lorsque nous nous rendons sur place, nous avons un contact en disant aux gens, on ne va pas vous apporter la réponse sur ce que vous avez observé. On va vous écouter, on va faire notre travail d'enquêteur et ensuite on vous donnera notre idée sur ce que vous avez observé. Et ce qui fait que les gens se livrent, donnent une version, on compare les versions à la fois celles de la gendarmerie et celles qu'ils nous ont données. Et c'est à partir de cette analyse que l'on va commencer à faire un travail analytique en détail sur les caractéristiques de l'observation. Oui, mais les gens, eux, ils ne mènent pas d'enquête scientifique, ils ont vécu quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Vous dites, oui, en plus les gens, ils demandent, ils posent la question que j'ai posée tout à l'heure. Oui, c'est quoi ce truc, quoi ? C'est quoi ? C'est ça qui les intéresse. Durant toute ma vie professionnelle, je n'ai jamais eu d'autre réponse que de leur dire je ne sais pas ce que c'est. Et par conséquent, je n'avais pas à abonder dans le sens d'une croyance de telle ou telle hypothèse ou de telle idée, souvent diffusée d'ailleurs par des gens qui sont plus dans la croyance que dans le travail objectif d'analyse. Et par conséquent, quand je vois des témoins comme M. Masse à Valençol, que j'ai rencontré d'ailleurs, c'est une des enquêtes les plus remarquables qui a été faite en France par la gendarmerie. C'est dans les années 60, 65. 65 précisément. Et alors, vous pouvez raconter en deux mots. Oui, en deux mots. Monsieur Masse, il cultive de la lavande, je crois, dans son champ. Oui. À 5h30 du matin. À Valençol. Voilà, à Valençol, il voit ce qu'il pense être une dauphine qui est arrêtée dans son champ. Il pense à des voleurs de lavande. Une voiture dauphine. Une voiture dauphine de l'époque, c'est ça. Et donc, il s'approche et là, il voit des personnages qui sont abaissés en train de faire fouiller dans les lavandes. L'un d'eux se lève, lui tend un objet vers lui qui le paralyse. Et il voit disparaître au bout de quelques instants ces deux personnages dans l'objet qui avait la forme d'une soucoupe, d'une dauphine, puisqu'il a identifié et ensuite l'objet s'en va dans le ciel. Cette affaire ne s'est pas arrêtée là pour M. Masse, qui rentre très perturbé. Il a perdu le sommeil pendant pratiquement, il a été endormi pendant presque 3 semaines. Il a fait de l'hypersomnie. Absolument. C'est le terme scientifique. Absolument. Il s'endormait à tout bout de champ toute la journée. Absolument. Et donc, on galège beaucoup là-bas. Ses copains du Café des Sports vont lui demander mais qu'est-ce qui se passe ? Mais ils sont allés à la gendarmerie parce que lui, il est allé se coucher. Et les gendarmes de Valençol ont fait la plus remarquable enquête que j'ai jamais vue de ma carrière. Ils ont fait 3 procès-verbaux, dont un procès-verbal uniquement consacré aux traces
et les traces au sol sont exceptionnelles. Voilà. Donc là, il y a la preuve, enfin pour vous, mais on va y revenir tout à l'heure. Henri, ça me fait penser. Vous voulez intervenir? Non, oui, non, mais c'est juste pour. Ça me fait penser à une information qui est apparue il y a longtemps dans François. C'était en 1957, juillet 1957. Un phénomène curieux, dit l'entrefilet, un phénomène curieux s'est produit vendredi dernier à Poligné, dans l'Ille-et-Vilaine. Une jeune femme qui l'observait, Madame Renoux, a perdu la vue, provisoirement, espère-t-on. Il était 9h30 du matin. Le soleil a été brusquement remplacé dans le ciel par 3 disques multicolores que Madame Renoux a eu le tort de regarder en face. En rentrant chez elle, elle ne voyait plus clair. Des soins lui sont prodigués par 3 médecins rennais et on espère qu'elle pourra recouvrer la vue. Détail curieux quand même, dans le même temps, des poireaux. Les poireaux d'un jardin exposé sous le rayon lumineux qui a frappé Madame Renoux sont devenus violets. Voilà. Bon, mais donc là, en fait, le témoignage c'est déjà très fort, Jean-Jacques Velasco, mais quand il s'accompagne de mesures au sol, par exemple, vous êtes là, vous nous dites que à Valençol, on est sûr que quelque chose qui pesait lourd s'est posé à l'endroit désigné par le témoin, quoi. Ah oui, je suis retourné à Valençol et j'ai même j'ai retrouvé des témoins qui étaient sur le champ où Monsieur Masse avait observé cet objet. Et j'ai retrouvé des témoins qui sont allés sur les lieux le lendemain. Et en particulier, la trace était tout à fait étonnante. Il s'agissait d'un cylindre dans le sol, très profond. C'était enfoncé dans le sol comme un pied. C'est ça, de 60 cm. Et il y avait une espèce de cuvette avec une espèce de rétention d'eau. Et quand l'objet est parti, l'espèce de trépied tournait et les parois de ce trou étaient lisses. Comme un miroir. Ouais, comme du béton, quoi, en fait. Ouais. Oui. Alors, on fait une pause, et puis ensuite, vous allez nous dire, en dehors de... On reproche toujours de faire du nombrilisme en France, on va essayer de voir quels sont le ou les cas qui vous ont particulièrement frappé à l'extérieur, donc aux États-Unis, en Chine, ailleurs, en Australie, enfin bref, pas chez nous. Absolument. Et notre invité, donc Jean-Jacques Velasco, qui est en direct des studios RTL de Toulouse, ancien patron du GEPAN, puis du CEPRA. Oui, alors, CEPRA, service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique. Il y a une petite nuance linguistique là, qui les montre... météorites rentrent dans le... Oui. Non, le CNES était spécialisé dans les affaires spatiales et les rentrées d'objets satellisés, dont d'ailleurs je me suis occupé pendant longtemps au niveau des débris spatiaux notamment, faisait partie intégrante des phénomènes observés. D'accord, mais les mauvais esprits comme moi, on pensait que si on changeait le nom, on passait de groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés à un service d'expertise des rentrées atmosphériques, c'était déjà un petit peu répondre à la question qu'on voulait se poser, quoi. Absolument. Alors, bon, maintenant, quels sont dans le monde les cas, ou quel est le cas qui vous paraît illustrer parfaitement ce que vous disiez, c'est-à-dire preuve matérielle, une pièce à conviction, quoi, si j'ose dire. Oui, elles sont nombreuses, et notamment, tout a commencé disons, fin de la Deuxième Guerre mondiale, et notamment en 1947, on a ce qu'on appelle des phénomènes de vagues. Et donc je retiens en particulier ce qu'on appelle le carrousel de Washington, où en 1952, les radars et sous l'œil ébahi de l'état-major de l'armée de l'air américaine, il s'est déroulé un phénomène d'observation spatiale absolument étonnant. Une sorte de balai d'ovnis au-dessus de la capitale américaine. Quoi. Absolument, et détecté par les radars. Ensuite, il y a un cas qui est extrêmement intéressant, c'est ce qu'on appelle le cas du RB-47 en 1957, où un avion de détection électronique a été suivi pendant 2 heures au niveau du Nouveau-Mexique, et on a pu enregistrer la fréquence émise par l'objet qui tournait autour de l'avion, qui se déplaçait, qui disparaissait, etc., de l'ordre de 3500 MHz. Ensuite, je mettrai le cas de Socorro. Socorro, c'est dans le désert du Nouveau-Mexique Non, c'est... je confonds avec... Non, c'est dans le désert du Nouveau-Mexique aussi, mais c'est un cas intéressant parce que c'est le seul cas avec trace au sol reconnu par l'US Air Force. Donc celui-là, il est particulier. Et ensuite, il est très intéressant parce que j'ai pu en discuter pleinement avec le professeur Heineck, qui était en fait l'astronome responsable au sein de l'US Air Force pendant près de 20 ans de l'étude. Ensuite, les cas de Téhéran.
en 1976, Oui. où là, nous avons vraiment un cas où il y a à la fois radar et des phénomènes qui sortent une sorte de boule qui se dirige vers l'avion et qui neutralise complètement les systèmes d'armement. Oui, c'est-à-dire que le pilote, il y a un général qui fait décoller deux avions américains, d'ailleurs des Absolument. Phantom F-4 de l'armée de l'air iranienne, et l'un de ces pilotes a l'impression que, en fait, on lui tire dessus, quoi. Ah, Et c'est- donc, oui, c'est ça. il a un réflexe qui n'est pas de tirer, d'ailleurs. C'est comme ça que j'ai appris que, en fait, quand un pilote pense qu'un missile se dirige vers lui, il tire pas, mais il déclenche ce qu'on appelle un leurre thermique pour essayer d'aller balader le missile ailleurs. Hein, Oui, c'est oui, mais ça. en plus, son système Ouais. de radar de tir a été neutralisé. Voilà, tout est bloqué, quoi, en fait. Absolument. Et en plus, ils ont eu aussi des effets qu'on appelle physiologiques. Là. Oui. Henri parlait de cette femme aveuglée Oui. qui a perdu la vue. Là, je crois, hein, mais je parle sous votre contrôle, Jean-Jacques Velasco, que les deux pilotes ont dû faire des tours et des tours avant de se poser parce qu'ils avaient été éblouis par l'objet aussi. Oui, alors le premier notamment, il a perdu la vision nocturne, ce qu'on appelle, Ouais, d'accord. et donc il ne pouvait plus contrôler son avion parce qu'il ne voyait plus rien. Donc ça, c'est extrêmement troublant, quoi. Oui, Oui, mais absolument. enfin, Henri, oui. Excusez-moi d'insister là-dessus, mais vous avez dit tout à l'heure qu'on cherchait encore des preuves, à établir Oui. des preuves qu'il s'était passé quelque chose. Mais elles sont innombrables, apparemment, ces preuves. Oui, mais Ah il faut oui, continuer quand même pour vous, parce que c'est vrai, Henri a raison, on pourrait s'arrêter là en disant, Absolument. bon, Mais attendez, je ne suis pas au bout Ouais. des Ah ben. cas les plus extraordinaires. allez-y, Ben allez-y, voilà. on vous écoute. En plus. Pour moi, le cas le plus exceptionnel, c'est le cas qui s'est déroulé au-dessus d'une base de missiles nucléaires en 1968, une base où il y avait des missiles Polaris. Mhm. Et un B-52 a été envoyé pour surveiller en fait un énorme objet lumineux qui se trouvait au-dessus d'un silo. Oui. Donc l'objet, l'avion a tourné pendant 50 minutes autour, et puis on lui a demandé de partir. À un moment donné, en fait, l'objet est passé devant le B-52 Oui. et il a neutralisé complètement donc son Tous ces système, systèmes, tous ouais. ces systèmes. Mais l'affaire s'arrête pas là, parce que dans le poste de commandement, il y avait une alarme qui était déclenchée au niveau de ce silo. Et quand une patrouille s'est déplacée sur place, Mhm. ils ont constaté que le couvercle qui pesait 20 tonnes et qui était en béton était soulevé un peu comme une boîte de conserve. Vous pouvez répéter Oui, Le- le couvercle en voilà. béton Vous qui répétez pesait 20 tonnes Oui, oui. était soulevé comme une boîte de conserve. Et ça a été constaté par les autorités militaires, donc. Absolument, Ah bon, absolument. si ça vous suffit pas comme... Ah mais moi ça me suffit. Moi ça me suffit, mais je vais vous Oui. expliquer après pourquoi ces cas sont importants. D'accord. Bah écoutez, alors on fait une pause et puis on se retrouve. Comme ça, on va prendre vraiment le temps de vous laisser aller au bout de vos arguments et surtout de parler peut-être d'un constat, parce que j'en parle parce que j'ai lu vos livres aussi et que je sais que vous l'avez noté. C'est un embryon de réponse à la question que posait Henri Gougaud au début. Qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous? C'est que on a vu une véritable épidémie d'observation d'OVNI sur des sites qui quelque part étaient en lien avec l'arme atomique. Absolument. Hein, et ça, c'est peut-être quand même un petit embryon de réponse, une piste qui s'ouvre. On en parle dans un instant ensemble. Vous écoutez RTL. Les aventuriers de l'inconnu sur RTL. Jacques Pradel, Henri Gougaud. Et aujourd'hui, les ovnis font de la résistance, mais je me demande s'il n'aurait pas fallu appeler l'émission Les sceptiques font de la résistance, parce que, comme vous le remarquiez, Henri Gougaud, tout à l'heure, il y a quand même bon nombre de cas, si on est un peu sérieux, dépassionné, si on n'en veut pas à son voisin, de dire qu'il y a quand même un certain nombre de cas où il y a des traces radars, Il des se traces passe au sol, quelque chose. et il se passe Voilà. quelque chose. Et Bon. évidemment, on Mais a vous- envie de savoir quoi. Mais vous, votre question, c'est quoi? Dites-moi quoi. Alors, Qu'est-ce qui se passe c'est la dernière partie de notre émission. On retrouve Jean-Jacques Velasco. Alors, c'est quoi, Jean-Jacques Velasco? Vous pouvez répondre à Henri? Eh bien, je vais essayer de répondre à Henri en partant du fait que j'ai d'abord expliqué qu'il existait des pannes, des phénomènes aérospatiaux non identifiés, et que pour que ce soit des ovnis, il fallait passer par une observation visuelle et radar. D'accord. Donc depuis 1947, dans le monde, ont été recueillis officiellement à peu près 1600 cas de panne. 1600 cas, Oui, à peu près, ouais. 1600 cas aéronautiques. Hein. Je parle que des cas aéronautiques qui sont les D'accord. seuls qui nous intéressent. Ouais. Sur ces 1600 cas, il y en a 200 qui sont des ovnis. D'accord. Et Ça veut dire qu'ils résistent et on va dire ce que vous appeliez au Japon classe D, quoi. C'est-à-dire, Absolument, oui, oui, mais là, inexpliqué, quoi. non, mais là ils sont D'accord. vraiment qualifiés d'ovnis Des vrais parce que ovnis, d'accord. quand on regarde, quand on examine les paramètres et les caractéristiques d'évolution de ces objets, Ouais. on a des vitesses qui peuvent aller jusqu'à plus de 10 000 km/h, Ouais, des objets qui sont stationnaires, des trajectoires totalement Aberrantes pour nous, quoi. Ouais, d'accord. absolument. Donc ça, c'est 200 cas. Et alors,
donc avec un jeune stagiaire ingénieur, on a fait un travail d'éléments statistiques et on s'est aperçu qu'il y avait un aspect comportemental qui était différent selon les avions civils ou militaires. Ah oui. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait des avions civils, il y avait une certaine neutralité de la part de ces objets qui étaient à une distance éloignée de l'avion, mais il n'y avait pas d'interaction comme le cas Téhéran, par exemple. D'accord. En revanche, quand il y avait des cas militaires, nous avions, même jusque dans 3% des cas, des espèces d'affrontements et de combats aériens qui se sont déroulés. D'accord, oui, ça j'ai vu d'ailleurs passer des témoignages comme ça où un pilote disait il s'est retrouvé dans ma queue et oui, absolument. j'étais verrouillé il n'y a pas pire situation pour un pilote de chasse. Hein. Des combats aériens, il n'y a pas eu d'avion abattu quand même. Il n'y a pas eu d'avion abattu, mais il y a eu un cas en 1948, l'affaire Mantel, où un pilote a été envoyé en intervention et on a retrouvé son avion craché au sol. Bon. Ah oui. Oui, carrément, oui. Ensuite, alors, pour le pourquoi, eh bien, dès 1949, le 16 février, à Los Alamos précisément, Joseph Kaplan, qui était donc un des plus grands savants atomistes américains, se rend sur la base de Los Alamos. Et donc là, il détermine en fait le fait qu'il y avait une espèce de relation entre les observations qui étaient faites de ces phénomènes au-dessus des sites stratégiques nucléaires. Los Alamos, c'est la région où les Américains avaient fait exploser leur première bombe atomique. Absolument, absolument. Alors j'ai voulu vérifier cette hypothèse. Et donc en 1998, le Sénat français a recensé les explosions nucléaires dans le monde entier. Et donc entre 1945 et 1963, on a 543 explosions nucléaires et thermonucléaires dans le monde, c'est-à-dire une tous les 3 jours. Ah oui. Et entre 1963 et 2016, on prend la Corée du Nord par exemple, on a 1880 essais souterrains. D'accord. Et alors ce qui est étonnant, c'est que lorsque vous superposez la courbe des ovnis aéronautiques et la courbe des essais nucléaires, notamment dans l'atmosphère, vous avez la même forme de courbe avec un décalage de 2 ans. Ah, alors le temps qu'ils viennent nous voir. Alors, je ne sais pas, ça c'est une interprétation. Oui, c'est une interprétation. Simplement, moi je fais le constat, la corrélation qui, effectivement, pour vérifier l'hypothèse de 1949 émise par les grands savants atomistes. Et ce qui est tout à fait surprenant, c'est qu'après, au moment où il n'y a plus d'explosion nucléaire dans l'atmosphère, eh bien les cas se raréfient. Et pratiquement aujourd'hui, il n'y a plus d'événements de cette nature qui sont enregistrés à travers le monde. Jean-Jacques Velasco, je vois qu'on arrive vers la fin de l'émission. Il y a une question que je voulais absolument vous poser. Mais après tout, moi je viens avec mes questions et vous avec vos réponses. Les États cachent-ils quelque chose aux opinions publiques ? Alors, si on considère la France, je dis avec certitude non. Parce que la France a été le seul pays qui a mis sur la table cette question et qui a essayé d'aborder avec une rigueur scientifique totale et une information complète l'opinion publique. En revanche, on ne peut pas dire autre chose que oui, il y a un secret et ce qu'on appelle un cover-up qui a été opéré aux États-Unis dès les années 48-50. Donc là, ce secret, il est le fruit de la collaboration des politiques et des scientifiques, quand même. Non, à mon avis, uniquement des militaires. Uniquement des militaires et en particulier les militaires de l'US Air Force. Donc on peut se dire, mais là ça serait trop long de développer, mais on peut se dire qu'il s'est passé un ou plusieurs événements aux États-Unis qui peuvent faire penser que peut-être les militaires américains auraient, comme on le dit, alors mais en général on dit ça avec le sourire, un crash d'OVNI, capté, je veux dire une technologie extra-humaine en tout cas. C'est quelque chose qu'on ne peut pas exclure. De toute façon, nulle technologie n'est infaillible. Qu'elle soit terrestre ou pas, j'en sais rien, mais nulle technologie est infaillible. Et c'est pour ça qu'on se moquerait systématiquement de tous les gens qui s'approchent de trop près du phénomène OVNI, alors pour les déconsidérer, pour dire qu'ils sont bons pour aller à l'asile. C'est une des raisons, effectivement, qui semblent les plus probables du fait que cette question est considérée comme étant d'un niveau supérieur à celle de la bombe atomique dès les années 50 aux États-Unis.
Alors, je remets mon entonnoir sur la tête pour écouter l'histoire qu'Henri Gougaud tenait absolument à nous raconter aujourd'hui. Avant de se quitter, c'est votre cadeau aussi à Jean-Jacques Velasco. C'est une histoire qui m'est venue à l'esprit comme ça pendant en cours d'émission. Parce qu'effectivement, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que les extraterrestres débarquent un jour comme on a pu le voir dans un assez grand nombre de films ou de romans de science-fiction? Il y a un auteur de science-fiction de la grande époque de la science-fiction américaine, des années 50, Damon Knight, qui a écrit une nouvelle qui s'appelle « Comment servir l'homme ». Et elle raconte cette nouvelle l'histoire d'un débarquement d'extraterrestres. Voilà, les extraterrestres arrivent, ils se posent, et puis mais ils sont pacifiques, ils sont aimables, ils prennent contact avec les gouvernements, ils proposent une collaboration entre les terriens et les autres. Enfin, tout se passe très bien. Et en plus, ils ont une technologie qui dépasse de loin la nôtre. Ils nous apportent leurs bienfaits, leur écologie à eux, enfin tout bien, quoi. Là, ça se passe très bien. Puis de temps en temps, on organise des voyages vers la planète en question. Bon, tout se passe bien, sauf qu'il y en a un type comme ça qui trouve un livre en langue extraterrestre. Quelqu'un de l'ONU, je crois. Oui. Parce qu'il se dit, il a remarqué qu'un de ces extraterrestres avait toujours été inséparable d'un bouquin. Il l'a fauché pour essayer de comprendre. Alors, voilà. Bon. Et donc, il traduit ce livre en langage humain. Et le titre, « Comment servir l'homme », se dit formidable. Ils sont vraiment à notre service. Ils sont vraiment à notre service, ils veulent nous faire du bien, etc. Et donc, il lit le livre et de quoi il s'aperçoit? Oui, eh bien. C'est un livre de cuisine. Ah, comment servir l'homme avec un peu de sel, un peu de poivre. Je vous remercie beaucoup, Jean-Jacques Velasco. C'était vraiment sympa de vous avoir avec nous. Vous allez publier prochainement, dans les mois qui viennent, à propos des ovnis ou pas encore? Disons que je suis en train de préparer un ouvrage pour l'année prochaine. Oui. Ne montez pas dans une machine à remonter le temps. Non, absolument. Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous. Au revoir, Henri. Les aventuriers de l'inconnu avec Jacques Pradel et Henri Gougaud. Et bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux avec Henri Gougaud de vous retrouver pour de nouvelles aventures, on peut dire ça comme ça. Bonjour Henri. Bonjour. Alors aujourd'hui, les ovnis font de la résistance. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui gêne aux entournures un bon nombre de personnes à travers le monde et pas seulement en France. Les scientifiques sont extrêmement frileux, ils ont peur qu'on dise d'eux que ce ne sont pas des gens sérieux, ou ils ont peur tout simplement de se faire avoir par des charlatans et par des gens qui vont inventer des histoires abracadabrantesques. Il y a un certain nombre de gens sérieux qui s'intéressent à cela. D'ailleurs, la France, et on va beaucoup en parler aujourd'hui, a eu pendant plusieurs années des organismes dépendant directement du Centre national d'études spatiales, le CNES, qui étaient habilités à s'intéresser au phénomène, à rencontrer les témoins, à aller voir sur place ce qu'on pouvait en dire, et ensuite à classer tout ça pour dire, c'était peut-être la planète, je ne sais pas, Jupiter, ou c'était peut-être une rentrée atmosphérique de je ne sais quel étage de fusée, ou alors c'était un objet qui se comportait d'une manière que l'état de la science actuellement ne peut pas expliquer. Avant de vous présenter mon invité, de vous dire qui il est, je voudrais avoir votre sentiment, parce que moi, depuis le début de cette émission, depuis le début de cet été sur RTL, je vous sens toujours un peu, alors pas gêné aux entournures, mais un peu bizarre dès qu'on parle d'OVNI. Non, je suis pas bizarre, je suis curieux. Moi, je fais partie des gens. J'avais un ami qui classait un peu les gens en deux catégories dans ce domaine-là. Ouais. Entre les ce n'est que et les pourquoi pas. Les ce n'est que, ils les appelaient les givaros parce que couper toutes les têtes, réducteurs de tête. Voilà. Cette tendance qu'on a à constante à réduire l'inconnu, à faire rentrer l'inconnu dans le connu, ou dans le connaissable en tout cas. Voilà.
Moi, j'aime bien laisser les portes ouvertes. Je crois que les certitudes font toujours un bruit de porte qui se ferme. Et voilà, j'aime bien le doute, parce que le doute est créateur. Et je me dis qu'effectivement, les scientifiques s'intéressent au phénomène des soucoupes volantes. Mais est-ce qu'ils sont les plus... pourquoi eux, après tout? Eh ben alors, voilà. Alors... C'est dire que ce sont eux qui doivent s'occuper de ça, c'est considérer que les soucoupes volantes, le phénomène des soucoupes volantes est une énigme. C'est peut-être une énigme, mais c'est peut-être plus que ça. C'est peut-être un mystère. Alors, avant d'aller au mystère, on va parler de l'énigme avec notre invité que je vous présente tout de suite, Jean-Jacques Velasco. Bonjour Jean-Jacques Velasco. Bonjour Jacques et bonjour Henri. Bonjour. Alors, on ne vous voit pas, mais on vous entend. Vous êtes en ligne depuis le studio RTL de Toulouse, auprès de Patrick Hisson qui vous donne aujourd'hui l'hospitalité et qu'on salue au passage. Alors, vous, Jean-Jacques Velasco, vous êtes un scientifique. Vous étiez avant, là, actuellement, vous êtes en retraite après un très long parcours qui vous a amené à vous intéresser de très près aux ovnis. Spécialiste du domaine de l'optique, vous avez travaillé au laboratoire de physique stellaire et planétaire du CNES, je crois. Et puis, il est arrivé quelque chose dans votre vie qui a vraiment changé votre vie. Vous avez d'abord été membre d'un organisme qui dépendait du CNES et qui s'intéressait aux phénomènes aérospatiaux non identifiés, comme on dit. Et puis un jour, vous en avez pris la direction. C'était le GEPAN. Oui, en 1977, lorsque Claude Poher a été mandaté pour prendre en charge cette structure d'études au sein du Centre national d'études spatiales, il a fait appel à tous ses collaborateurs sur le site de Toulouse, en particulier dans différentes spécialités. Et donc, il m'avait demandé, ainsi qu'à d'autres, de participer à cette initiative qui était en fait pour moi une découverte totale, puisque j'ai réalisé un instrument qui s'appelait le Simovni et qui servait donc à reproduire les observations effectuées par les témoins. D'accord, donc pour se rendre compte un peu de quoi parlaient les gens, quoi, en fait. Absolument. Ouais, d'accord. Alors, vous, à l'époque, vous êtes pas du tout persuadé qu'il puisse s'agir de vaisseaux spatiaux venus d'un autre monde. Hein, je suis même totalement incrédule et je partage l'esprit d'Henri Gougaud sur la curiosité, parce que lorsqu'on commence à nous présenter le problème, ça me paraît totalement démesuré de voir qu'il existe dans notre environnement aérospatial des phénomènes inconnus qui échappent à notre contrôle. On n'aime pas ça, l'inconnu. On n'a jamais aimé l'inconnu. Oui, mais le ce n'est que peut trouver des réponses avec l'évolution des sciences et des techniques. Bien sûr. Bien sûr. Mais ce n'est que, mais on peut dire aussi, Eureka, c'est formidable, c'est, voilà, on a trouvé scientifiquement. Alors, justement, l'approche scientifique, elle vous paraît importante, hein. Je crois que c'est votre fondamentale. Approche, en fait, elle est fondamentale et personnellement, il n'y aurait pas eu non seulement la création du GEPAN par Claude Poher, associé avec un conseil scientifique où le professeur Hubert Curien, qui a été quand même le président du CNES, et Itzia, son directeur général, ont contrôlé les travaux du GEPAN, mais également la présence d'Anna Esterle qui a apporté une méthodologie et une rigourosité exceptionnelle. Je crois que je n'aurais pas participé à cette aventure. Pourquoi la France a décidé, dans ces années-là, de créer vraiment un organisme dédié à l'étude des ovnis? C'était une volonté politique, c'était pour rassurer l'opinion, ou c'était un véritable intérêt scientifique? Vous savez, la France et les soucoupes volantes, ou les MOC, les mystérieux objets célestes, c'est une vieille histoire. Elle remonte à 1937 pour le premier rapport officiel. Ah bon, en France? Oui, absolument, oui. En France, on l'avait dans les archives du GEPAN, on l'a toujours d'ailleurs. Ouais. Ensuite, c'était où? C'était, je crois, j'ai pas la région exacte, mais c'était un cas terrestre. Mais en revanche, ce qui a décrété la prise en charge officielle, c'est une affaire qui s'est déroulée à Orange en 1951, où des pilotes de chasse de l'armée de l'air ont pris en poursuite un objet qui était dans le ciel et qui n'ont pas pu rattraper avec leurs avions, qui étaient des avions en réaction. Et ce cas est remonté jusqu'au ministre de l'air de l'époque. D'accord. Et à partir de là, on en a parlé dans les... Et à partir de là, il y a même eu en 1954 une très célèbre vague d'observations en France, dont j'évoquerai peut-être un cas ou deux tout à l'heure. Et puis, principalement, c'est l'Institut des hautes études de la défense nationale, en 1974,
où le général Richard a demandé a fait un rapport à l'Institut des hautes études de la défense nationale, qui a suscité ensuite une interview du ministre de l'époque, qui était M. Gallet, Claude Poher, a été chargé au sein du CNES de mettre en place une structure d'études de ces phénomènes. D'accord, Claude Poher, qui était chef de la division des fusées-sondes au CNES quand même. Absolument. Oui. Mais vous étiez très sceptique au départ, non? Absolument. Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Une enquête. Une enquête menée sur le terrain qui a eu lieu en 1978, qui s'appelle l'affaire de Christelle, où étant chargé de relever des traces au sol, suite à une observation qui était effectuée par une jeune fille et puis une personne qui était dans la maison d'à côté. Il y a eu une coïncidence tout à fait étonnante entre ce qu'observait cette jeune fille et puis l'endroit où se trouvaient les traces. Et les traces au sol montraient visiblement qu'il y avait un effet de souffle marqué sur le sol. D'accord. Et donc là, ça a commencé à vous faire réfléchir. Alors, on va faire une première pause dans l'émission. Oui. Puis après, vous allez nous raconter comment vous avez, je ne sais pas si le mot bascule est un bon mot et le bon mot qu'il faut employer, mais en fait, vous avez fait exactement comme Claude Poher, dont on a dit un mot et qu'on entendra tout à l'heure dans un document RTL, parce que quand il est arrivé premier directeur du GEPAN, il était extrêmement sceptique, et puis je crois que 18 mois plus tard, il a fait une communication dont on se souvient encore au CNES. À tout de suite. Aujourd'hui, notre invité Jean-Jacques Velasco, donc qui a dirigé pendant de longues années successivement le GEPAN, puis un autre organisme qui s'appelait le CEPRA, avant en fait d'aller voguer sur d'autres mers, et qui est actuellement en retraite. Et on parlait avec lui il y a un instant du fait que quand il est arrivé pour essayer de voir un peu ce qu'il y avait derrière toutes ces histoires d'observation d'OVNI, il était quand même plus que sceptique. Et puis il en est ressorti avec d'autres convictions. Et je disais il y a un instant, Jean-Jacques Velasco, que vous avez fait comme Claude Poher. Alors, Claude Poher, il est devenu directeur en 1977. Et là, le document qu'on va entendre, il remonte au 31 janvier 1974, où il est à l'époque chef de la division des fusées-sondes au CNES. Et il témoigne sur RTL parce que pendant des mois, des ingénieurs, des astronomes et d'autres scientifiques ont étudié une photo, d'ailleurs dont on ne sait toujours pas aujourd'hui quoi en dire. D'ailleurs, une photo qui avait été prise en vol depuis le Concorde. Et à ce propos, évidemment, les journalistes posent la question des ovnis. Alors, Monsieur Poher, qu'en pensez-vous? Écoutez-le. Lorsque j'ai eu la charge de m'occuper d'une expérience à bord de Skylab, j'ai pu rencontrer un directeur d'observatoire américain qui possède une vingtaine de milliers de cas d'observation dans ses dossiers et qui m'a montré quelle était l'importance du problème. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de l'existence de ce problème et que j'ai voulu l'étudier en essayant à cette époque de détruire la crédibilité de ce phénomène parce que je pensais que c'était facile. Après 4 ans d'études, je suis arrivé à l'idée opposée. En fait, je pense que ce phénomène existe et qu'il faut l'étudier. Les lois que l'on peut tirer de l'analyse du phénomène par une méthode scientifique montrent que le phénomène correspond à des objets qui effectivement traversent notre atmosphère, qu'on ne peut pas expliquer le phénomène par des objets connus, par des météorites, par des ballons sondes, des avions, etc. Il y a une majorité d'objets qui se présentent sous la forme de disques de 10 à 30 mètres de diamètre, disons, dont les traces au sol laissent supposer un poids de plusieurs dizaines de tonnes. Disons que l'objet type, c'est quand même le disque ovoïde de l'ordre d'une dizaine de mètres de diamètre. En fait, il n'y a rien à retirer, ce qu'il dit Jean-Jacques Velasco. Quelques petites choses, non, dans l'ensemble, mais je ne prendrai pas la même démarche que Claude Poher. Oui. Parce qu'il me semble que, en fait, si on a créé le GEPAN, c'était d'abord pour vérifier l'ensemble des données récoltées officiellement par la gendarmerie nationale et par l'aviation militaire et civile. Et c'est à partir de ces éléments-là que nous avons effectué un travail d'analyse statistique, que nous avons mis en place des équipes d'enquête sur le terrain et que nous avons prélevé des informations mettant en place notamment des équipes sur les radars et sur les traces au sol. Pourquoi ça se passe toujours sur fond de polémique, ces choses-là? Poher a employé le mot « détruire », je voulais détruire à l'époque. Vous avez été mis en cause.
très gravement. Il y a des tas de gens qui disent mais comment le GEPAN, ce sont des scientifiques naïfs, trop intéressés par le phénomène, qui se sont fait rouler dans la farine. C'est agaçant parce que c'est toujours le même. Écoutez, c'est très simple. Le même argument. On peut utiliser la même chose qui s'est produite en 1806, lorsque l'Académie des sciences réfutait le fait que des pierres tombaient du ciel. Et